Sans tarder, je donne la parole à M. Mohamed Mektoul, sociologue à l'Université d'Oran et fondateur du GRAS, donc le groupe de recherche sur l'anthropologie de la santé, et spécialiste vraiment de la quotidienneté, de la recherche dans la quotidienneté dans les sciences sociales, pour nous parler de l'originalité de ce mouvement social, que M. Toul qualifie de mouvement social, il va nous dire pourquoi, et lire ce mouvement par le bas. Et M. Mektoul a publié l'année dernière, ça fait une année, un important ouvrage sur Algérie, la citoyenneté impossible. Ce qui est intéressant, c'est cette image où on voit des médecins et un policier, et pendant ce harak, on voit souvent cette rencontre entre les citoyens et la police, une rencontre qui, je veux dire jusqu'à maintenant, elle est restée pacifique, dans une grande partie. Monsieur Mektoul, à vous la parole. Merci, je remercie les organisateurs, je remercie le CRAS pour m'avoir invité, toujours disponible pour parler un peu des problèmes liés, des problèmes de sociologie liés à ce mouvement social. Alors j'avais le choix entre parler du drapeau, et le drapeau m'a beaucoup intéressé, passionné, vraiment passionné, mais le texte est trop long, donc j'ai préféré parler du mouvement social, une lecture modeste du mouvement social vu par le bas, comment les gens voient ce mouvement social, etc. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'il me semblait important aujourd'hui de développer cette sociologie des mouvements sociaux qui reste encore très fragmentaire. Hein. La sociologie des mouvements sociaux est importante. Pourquoi elle est importante? Elle est importante parce qu'elle permet de mettre en lumière la façon dont les mouvements émergent, comment ils émergent. L'émergence, c'est important. Comment ils ont émergé. Elles permettent comment elles se construisent, comment elles se renforcent, comment elles se déconstruisent aussi. Hein. Mais aussi de comprendre comment les acteurs vont se mobiliser. Quel mode de mobilisation, les modalités de la mobilisation autour d'un objectif politique, etc. Mais aussi, ça permet de comprendre qu'il y a autour d'un mouvement social. C'est pour ça que je n'aime pas la marche. Les gens ne font pas que marcher. Il n'y a pas de marche. La marche, oui. Mais derrière la marche, il y a toute une dynamique sociale et politique, culturelle, qui est extrêmement importante. Il y a de la création. Il y a une création qui s'opère autour du mouvement social. Toute cette création, je vais en parler, comment les gens préparent le mouvement. Donc les gens qui disent c'est la routine, non, c'est plus profond que cela. Donc c'est comprendre un peu comment l'imaginaire devient l'imaginaire, il y a un rêve aussi autour de ce mouvement social, il y a des attentes importantes. Donc essayer de décrypter cet imaginaire social, ces attentes autour du mouvement social. Et là on peut le faire à partir des slogans, à partir des mots d'ordre, à partir des corps en mouvement. Le corps est important, le corps social en mouvement, la gestualité, la vie des gens. On peut le faire aussi à travers le drapeau. C'est fabuleux le drapeau. Le drapeau c'est un acteur le drapeau. C'est pas un truc qui est là. Hein. Il fait le lien entre le passé et le présent. Bon, je ne vais pas en parler parce que c'est un autre objet, mais le drapeau est un objet sociologique extrêmement important. Extrêmement important. Il fait la jonction entre le passé et le présent, et c'est plus qu'un objet, c'est vraiment un acteur. Bon, ça c'est. Il y a aussi les interactions. Écoutez, quand on va marcher, on écoute ce que disent les gens entre eux, les interactions entre eux. C'est très important d'écouter les gens, de parler, comment ils parlent, le respect, l'irrespect, quels mots ils utilisent. Les gens ne sont pas dans l'abstraction, les gens parlent du quotidien de la marche, comment ils marchent, etc. Donc tous ces éléments-là me semblaient extrêmement importants. Donc je n'ai pas la prétention d'aborder tous ces aspects, bien entendu. C'est modestement un appel aux sociologues pour aller sur le terrain, aller salir leurs pantalons et aller sur le terrain voir, discuter avec les jeunes, rester avec ces jeunes, voir ce qu'ils font. C'est un appel du cœur pour que la sociologie puisse enfin avoir ses titres de noblesse. Hein, parce qu'elle ne les a pas encore. Hein, soyons clairs, hein, la sociologie de terrain, on est encore loin. Voilà. Ça, c'est rejoindre un peu la sous-analyse de la société. Alors, ce que je vais essayer de faire modestement, c'est cette compréhension donc, de l'intérieur, du dedans du mouvement social. Alors, je m'inscris moins dans une approche normative. Hein, je ne suis pas dans une approche normative. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas ça mon problème. Il y a d'autres qui peuvent le faire mieux que moi, sont plus compétents que moi. Moi, j'essaye de mettre l'accent sur les significations, le sens attribué par les manifestants
à ce mouvement social. Donc c'est par rapport aux logiques d'action, aux mots des gens, que je vais essayer d'analyser quelques éléments de ce mouvement social. Alors, c'est une plongée par le bas. J'aime bien le bas. Pourquoi elle est importante? Pourquoi cette plongée par le bas est importante? Parce qu'elle permet de lire l'émergence, parce que ce n'est pas encore la citoyenneté, mais l'émergence de la citoyenneté comme une construction sociale et politique plurielle, assurée par les agents d'une société. Donc on est au cœur de cette notion de citoyenneté qui m'a tenu, qui me tient à cœur. Depuis 2013, je travaille sur ça, à partir de la santé. Je suis parti de la santé, j'ai essayé de construire cette notion de citoyenneté à partir de l'ouvrage que vous a montré. C'est une notion fondamentale, parce que les gens disent qu'il faut construire l'État. Mais l'État ne peut construire que s'il y a une citoyenneté forte. C'est ça, il y a un rapport dialectique entre citoyenneté et État démocratique et de droit. Il y a un lien très fort. Donc, je vais évoquer quatre originalités du monde, quatre points. Je vais m'arrêter aux 4 points. Le premier point, je vais essayer de montrer la massification du mouvement social et la durée de ce mouvement. Il y a 2 éléments. Massification, durée. Ça fait plus de 9 semaines que ça dure. Donc, montrer qu'est-ce que ça signifie, cette massification et cette durée du mouvement. Le deuxième point, c'est essayer de voir comment, à travers ce mouvement, il y a progressivement un apprentissage pluriel de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie comme un modèle. La démocratie s'invente au quotidien. Là, non, ici, c'est bricolé, il y a du bricolage, il y a des contradictions, il y a des tensions dans l'invention démocratique. Et c'est important de voir comment les gens inventent, comment ils inventent cette démocratie, concrètement, à partir de leurs actes quotidiens. Troisièmement, j'essaierai de montrer cette notion d'espérance qui revient. On était dans la croyance pendant des années, on revient à cette notion d'espérance. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens, cette notion d'espérance? Et enfin, je montrerai ce que les mouvements ont montré. Le mouvement, ça engrange une dynamique. Le mouvement, c'est extrêmement fort, un mouvement. C'est en même temps contradictoire, hétérogène, diversifié. Le mouvement n'est jamais lisse. Il ne faut pas rêver. Dans sa tête, on peut rêver d'un mouvement glorieux, etc. Le mouvement est objet de tensions. Et on a vu ça vendredi, il y avait des tensions fortes entre certains qui s'est manipulés, etc. Donc le mouvement est objet de tensions. Donc, 4e élément, c'est montrer ce souffle, ce que j'appelais le souffle relationnel puissant. Il y a véritablement un souffle relationnel puissant à travers la fraternité, à travers la solidarité, à travers l'entraide. Donc c'est vraiment un nouveau souffle qui montre comment les interactions changent. Alors, premier élément, c'est la massification. Alors, elle est dominée, cette massification, elle est dominée de façon éclatante par les jeunes. Il faut le dire, il faut dire ce qu'il en est. Ce mouvement est enclenché au départ par des jeunes sans voix. Et quand on observe bien les mouvements, il ne faut pas oublier ça. Les jeunes ont joué un rôle considérable. Les jeunes des stades de football, les chants repris au cours des mouvements. Ces jeunes sans voix ont eu le courage de mettre en mouvement ce mouvement. Et le courage, ça ne veut pas dire qu'ils étaient seuls. Les femmes ont été présentes aussi, d'autres ont suivi, mais au départ, il y a eu un mouvement enclenché par les jeunes, parce qu'apportent les jeunes? Ils apportent leur énergie créatrice. Oui, les jeunes créent, ils inventent, oui, ils inventent. On l'a toujours dit, ils sont dans la réinvention au quotidien. Ce n'est pas des jeunes anarchistes, comme dirait l'autre, mais c'est des jeunes qui apportent quelque chose. Et ils apportent, dans le mouvement, quand on observe bien le mouvement social, ils apportent. Je m'appuie sur l'observation et des entretiens, donc je ne sais pas de spéculation. Quand on les observe bien, ces jeunes apportent avec eux leur expérience sociale, acquise dans les différents mondes sociaux. C'est la rue, c'est la famille, c'est le stade. Le mouvement est porteur de toutes ces expériences sociales plurielles et qui sont au cœur du mouvement. Donc le mouvement ne part pas de rien. Ils parlent des expériences sociales, d'une continuité avec avec leur histoire sociale, ce qu'ils ont vécu. Les stades, les chansons critiques des stades, on les retrouve. Les vêtements, les jeunes avec des vêtements, on retrouve avec la casquette, la décontraction, la création. Il y a tout un nombre d'éléments qui montrent bien comment les mondes sociaux des gens sont au cœur de ce mouvement. Donc c'est pas un mouvement qui est coupé des mondes sociaux des jeunes. Les mondes sociaux vont impulser ce mouvement social. Et deuxième élément important, oui, c'est le café. Regardez ce qui se passe dans un café.
Les gens vont parler de la société, vont parler du politique à leur manière, avec leurs mots. Et ça, on le retrouve dans le mouvement. Le stade académique, la famille. Et dans la famille, ce qui est étonnant, c'est comment, ce que j'ai observé, c'est modeste comme observation, mais les familles, c'est une libération de la parole. Hein. La parole se libère dans les différents espaces. Le politique, la politique, pas le politique. La politique réintègre de façon dominante les discussions quotidiennes. Les discussions quotidiennes. Pardon. Pardon, je m'excuse. Donc, il y a cette intégration des discussions quotidiennes. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, par exemple, qui est très intéressant, il disait à propos de ses fils, les fils n'ont jamais fait de politique, ne s'intéressaient pas à la politique. Et voilà qu'à partir du 22 février, hein, ils n'ont pas parlé que de ça. Ils attendent avec impatience de marcher. Il y a des mots qui reviennent souvent chez les jeunes. Je suis surexcité, je ne pense qu'à ça, je ne travaille plus comme avant. Donc on voit bien comment le mouvement social va attirer une captation extrêmement forte du mouvement social. C'est les mots qui sont forts. Mais plus que des mots, c'est aussi des logiques d'action. Les mots ne sont pas comme ça, on ne produit pas des mots. Les mots, c'est ça qui est intéressant. Et on retrouve aussi dans le langage ordinaire, c'est important, Masira, Semia, le système, Hela, Udara, le rendez-vous du vendredi. Donc, toutes ces expressions extrêmement importantes, pour un ethnographe comme moi, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a une réinvention du langage. Il y a un langage qui investit le quotidien, qui investit les acteurs. Et c'est pas des slogans, c'est des pratiques sociales. C'est une pratique sociale. Au-delà du mot, c'est une pratique quotidienne, etc. Donc, on voit bien comment moi, il me semble que Semia, c'est ce qui a structuré le mouvement social. C'est un élément de structuration. Et structurer, ça veut dire que c'est un élément de régulation du mouvement. Et c'est fort, c'est fort comme élément. C'est extrêmement fort. Donc Semia, c'est pas simplement le pacifisme, c'est mettre en mouvement un acte ordinaire qui consiste à souhaiter, à marcher concrètement dans la paix et dans ça c'est extrêmement important. Donc on voit bien qu'au-delà des mots, ce sont des pratiques qui sont mises en œuvre. Alors le vendredi, ce qui est intéressant pour le vendredi, on a trouvé le verbe vendredi, c'est fabuleux. Le vendredi, c'est sacralisé temporellement. Il y a une sacralisation temporelle. C'est devenu un rituel politique. C'est un rituel politique, le vendredi. C'est aussi un rituel religieux. Mais je pense que ces 9 semaines, le rituel politique a pris le pas. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas une affirmation. Quand j'allais marcher, il y avait des gens qui sonnaient, ils attendaient avec impatience, ils gênaient ou bachimchi ou langage. Donc c'est comment le rituel politique a pris le dessus, parfois, sur le rituel religieux. Et ça, c'est une observation. Je voyais les gens se lever au bas, moi je marchais, j'étais là. Il était 2h moins le quart, je voyais les gens attendre avec impatience pour sortir et partir. C'est pas parce qu'ils ne sont pas religieux, mais le rituel politique était important aussi. Donc, on retrouve de façon très significative. Pourquoi je parle de l'invention? Voilà ce que les gens disent concernant le vendredi. Alors, c'est une pancarte qui est portée par une jeune fille, je l'ai reprise de Facebook. Elle dit, la pancarte est très intéressante. Le pouvoir est comme une tumeur, il faut une chimiothérapie chaque vendredi. Il faut une chimiothérapie. Donc comment? Le mal est là-haut. Donc pour guérir ce mal, il faut marcher, il faut aller manifester. C'est la chimiothérapie qui ne va pas guérir. On ne guérit pas une tumeur. Mais au moins essayer de contrôler cette tumeur. Alors, ça c'est la première originalité, cette massification et cette durée qui me semble extrêmement importante. La deuxième originalité du mouvement social est liée à ce que j'appelle l'apprentissage progressif de la démocratie. La démocratie, c'est pas une standardisation, la démocratie, c'est pas un modèle qu'on a dans la tête. La démocratie s'apprend quotidiennement, elle est réinventée, bricolée dans l'espace public de façon plurielle et diversifiée par les différentes catégories sociales. Donc la démocratie, c'est une perpétuelle remise en question, non remise en question. On n'est pas, dans la démocratie, on n'est pas dans une vérité, on n'est pas dans un truc qui est solide, mais on est constamment en train de douter qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui ne peut pas être bien, etc.
Et ça, c'est extrêmement important. Et on le voit. J'ai observé les jeunes quand ils préparaient leur pancarte. Mais c'est fabuleux. Il y a un terrain d'observation merveilleux. Hein. Les drapeaux, les actes créateurs. Les gens préparaient dans la sérénité ces drapeaux, ces pancartes, etc., pour inscrire ces mots d'ordre dans plusieurs langues. Hein. C'est ça qui est intéressant. En anglais, en arabe, en français. Donc c'est ça aussi. Le plus de linguistique qui réapparaît dans la production des slogans. Et c'est pas. Or, ces multiples actes créateurs, c'est des actes créateurs, font partie de cette invention de la démocratie. Hein. Ne se dit pas une inscription matérielle. C'est pas le fait d'inscrire. C'est pas ça le problème. L'inscription matérielle, c'est important. Mais ça va au-delà de ça. Quand on écoute ces jeunes en train de préparer les banderoles, ils se nourrissent mutuellement d'une réflexion collective. Ils vont parler, ils vont discuter, hein, et sur le fonctionnement actuel du politique. Tout en préparant leur banderole, tout en préparant leur truc, ils discutent de façon critique sur le politique, hein, etc. Donc le mouvement social n'est pas simplement de l'ordre de l'immédiateté. C'est pas l'immédiateté qu'il faut voir, c'est comment le mouvement produit de l'imaginaire, produit une réflexion ultérieure sur le devenir de la société. Hein. Il redonne du sens aux rêves et à l'imaginaire des jeunes. Alors l'objectif est clairement, quand on écoute ces jeunes, c'est le mot qui revient souvent en les écoutant à Lusseau, les écoutant par exemple, c'est le changement social et politique. La notion de changement revient souvent. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit le changement? Qu'est-ce que signifie le changement pour les jeunes? Parce que le changement, c'est vaste et abstrait. Hein. Alors, j'ai interviewé un jeune de 20 ans, étudiant, qui évoque ce que signifie pour lui rêver au changement. Pour moi, je rêve d'un autre avenir où je pourrais faire ma propre vie telle que je l'entends. Je ne veux plus voir en noir mon pays. Hein. Donc, c'est en même temps, il y a de l'individuel et du collectif dans le rêve. Moi, je peux construire mon avenir, mais en même temps, cet avenir doit être construit dans une société, dans ma société. Et ça, c'est fabuleux. Cette récupération, cette réappropriation de la société, c'est un élément de l'espace public, c'est un élément extrêmement important. Hein, c'est le sens de la liberté. Pouvoir enfin, après, combien j'ai 5 minutes, moi je vais aller. Pouvoir, après 57 ans, se réapproprier l'espace public, mais c'est quelque chose de... C'est fabuleux, c'est fabuleux. Hein. L'espace public, c'est un espace politique, hein, au sens de Habermas. Donc l'espace public est extrêmement important. Donc, ce nom de rêve, d'imaginaire, je l'ai retrouvé dans mes entretiens. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire est productrice de retournement de situation. C'est ça qui est intéressant. L'histoire, elle est paradoxale, elle est énigmatique. Hein. Et dire, alors, je vais illustrer mon propos à travers un slogan. Hein. Désormais, le cauchemar est du côté du pouvoir et le rêve enfin réapproprié par les jeunes manifestants. Donc, on voit bien un slogan qui ne manque pas d'humour. Les rêves seront vos pires cauchemars à propos du pouvoir. Les rêves seront vos pires cauchemars. Nos chants. Donc, le chant est important. Le chant, c'est pas simplement chanter. Le chant a un sens politique, un sens culturel, un sens de changer les choses à travers le chant. Le chant, c'est extrêmement important. Si on pouvait travailler sur la sociologie culturelle à travers les chants, c'est fabuleux. Il y a un terrain, il y a un programme de recherche fabuleux. Un slogan qui montre, nos rêves sont pires cauchemars, nos chants vos pires réveils. C'est-à-dire que c'est nos chants qui vont vous réveiller, qui vont vous dire arrêtez votre grabuge, arrêtez vos grabuges. Au cours de la manifestation du vendredi, le lancement des modernes, le déploiement d'une dynamique sociale et politique par le bas s'opère de façon diversifiée. Bon, je vais passer. On voit bien qu'il y a des quand on analyse le mouvement, c'est des carrés, hein, des carrés. Il y a une pluralité, il y a une diversité. Les slogans ne sont pas toujours les mêmes, même s'il y a des slogans qui reviennent, qui sont récurrents. Dégage le système, c'est récurrent. Ce qui est courant, c'est aussi armée, peuple, frère, ça c'est récurrent. Mais d'autres slogans sont plus spécifiques à des attentes particulières de groupes de gens. Donc on voit bien, cette diversité, cette hétérogénéité sociale est importante. Alors, les mots d'ordre, je crois qu'il faut définir ce qu'on entend par slogan et mots d'ordre. Les mots d'ordre, ce n'est pas des mots d'ordre comme ça, c'est des ressources politiques importantes. C'est des ressources politiques, c'est important. Un mot d'ordre a un sens. Et le mot d'ordre, les mots d'ordre sont importants dans l'élaboration du contenu à donner au devenir politique d'une société. C'est à travers le mot d'ordre.
Les gens banalisent, nous on est un peu intellectuels, on est dans l'abstraction, dégagé. Non, mais dégagé, c'est important. C'est un construit social, dégagé, c'est pas comme ça. Donc, ne soyons pas dans l'abstraction. Essayons d'écouter ces jeunes, décryptons les mots, c'est important. Dégage système, ou la salakin. Donc, il y a des mots forts qui sont importants et qui sont porteurs d'un contenu qui permettrait de produire un devenir politique. Et ça, ce qui est intéressant, c'est la mobilisation des jeunes. Alors, occupe-toi de... Toi, tu t'occupes, ce vendredi, tu t'occupes du nettoyage. Toi, tu t'occupes du drapeau. Donc, il y a une division du travail qui va s'opérer entre les jeunes étudiants, et même les jeunes sans voix. Donc, il y a véritablement une mobilisation qui s'opère, une division du travail qui va s'opérer. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand vous tenez un drapeau de 8 mètres, un grand drapeau rectangulaire, il y a 8 personnes, vous dites, oh, c'est un geste anodin. Mais ce n'est pas un geste anodin. C'est un sens sociologique merveilleux. Ce drapeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suppose d'abord qu'il y ait une entente entre les 8 personnes. Oui, ça y est, j'ai terminé. Une entente de personnes. Il suppose aussi qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une harmonie. Donc tenir un drapeau par 8 personnes, c'est fabuleux. C'est-à-dire que c'est une création collective qui est là, entre eux. Alors juste, on me demande, donc cette démocratie retravaillée en permanence résulte d'un processus social et politique. Il ne se construit pas sans tension créatrice, remise en question pacifique, donnant plus de force aux choses. Alors, je reprendrai sous forme de Simone de Beauvoir qui travaille sur les femmes, on n'est pas né citoyen. Moi, je suis révolté quand pendant 30 ans, on dit Mouatan. On n'est pas à Mouatan. On n'était pas à Mouatan. Mouatan, c'est, on n'est pas né citoyen. On le devient, pour reprendre une formule de Simone de Beauvoir à propos des femmes. Alors, je vais conclure, parce que je n'ai pas le temps de terminer, c'est normal. C'est le quatrième aspect, juste une seconde. C'est parler de ce souffle relationnel puissant. Ce qu'on observe aussi, c'est comment il y a le souffle relationnel dominé par une fraternité, par une solidarité, par un respect mutuel. C'est ça la dignité. La dignité, c'est quoi? Pourquoi les gens parlent de dignité? La dignité, c'est le respect vis-à-vis de la personne. Et c'est une notion de respect, ça veut dire quoi? Tu me considères, tu me reconnais comme une personne. Et cette indignité, je l'ai retrouvée dans la santé. J'ai parlé d'indignité sanitaire. Donc c'est extrêmement important. La citoyenneté est liée à la dignité. Un des éléments forts, elle est liée à la dignité. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que comment... moi je suis... on a parlé il y a des termes, il y a des étiquetages forts. La violence dans les stades. Mais ce n'est pas de la violence dans les stades. C'est de la contre-violence. La violence est d'abord politique. Et qu'est-ce que c'est que la violence publique? C'est du mépris à l'égard des autres. Et quand on méprise quelqu'un, il ne faut pas confondre violence et contre-violence. C'est deux termes différents. La violence, elle est institutionnalisée, elle est politique, elle est de l'ordre du mépris institutionnel. Par contre, la contre-violence, c'est une réponse à cette violence politique. Et là, dans les stades, c'est une contre-violence. Et ils ont été, ces jeunes du stade, moi je les admire parce qu'ils ont été, c'est extrêmement important. Ils étaient déjà, ils voyaient déjà beaucoup de choses que nous, sociologues, nous n'avons pas. Monsieur le Et je vous remercie. Merci. Merci, professeur, d'avoir évoqué ces sans-droits qui, le temps de 9 semaines, se sont appropriés l'espace public, l'espace politique, un espace de dimension nationale, d'avoir évoqué ces pratiques qui structurent et organisent le mouvement populaire, d'avoir décrit cette pluralité dans l'unité d'action et de revendication. Merci encore une fois.